Bienvenue dans le débat de France 24. C'est le président qu'on n'attendait pas, ou plus, Joe Biden. En 100 jours à la Maison-Blanche, lui qui avait promis de tourner la page Trump, aura presque réussi à éclipser jusqu'à Barack Obama, son prédécesseur côté démocrate, celui dont il fut le vice-président, et aujourd'hui largement devancé auprès d'une partie de la gauche américaine sur le terrain des idées, du social. Exemple. Wall Street n'a pas construit ce pays. Les travailleurs, si. Et les syndicats ont construit les classes moyennes. Augmentons le salaire minimum à 15 $ de l'heure. Personne ne devrait vivre sous le seuil de pauvreté en travaillant 40 heures par semaine. Nous devons assurer une plus grande égalité et opportunité pour les femmes. Envoyez sur mon bureau le projet de loi d'égalité salariale. Cela a assez duré. Car c'est là le grand enseignement du discours prononcé la nuit dernière devant le Congrès, outre cette image que vous avez vue, ces deux femmes, vice-présidente d'un côté, présidente de la Chambre des représentants de l'autre, scène inédite, c'est ce cap à gauche impulsé dès l'entame du mandat. Il entend bien le maintenir, Joe Biden, voire l'amplifier. Autrement dit, à ceux qui y voyaient une simple erreur de parcours ou bien un gage donné à l'aile libérale, comme on dit, les partisans de son rival démocrate Bernie Sanders, c'est bien non, c'est bien un choix de transformer l'Amérique, ni plus ni moins. Biden, l'audace inattendue, jusqu'à quand? On en débat avec ici même à mes côtés François Durper, historien des États-Unis à l'université CY, Cergy Paris Université. Bonjour. Bonjour Raphaël. François, merci d'être avec nous également à mes côtés. Mon confrère de France 24, Bruno Darroux, expert politique international sur notre antenne. Bonsoir Raphaël. John Rick MacArthur est avec nous en direct de New York, directeur du Harper's Magazine. Bonjour. Bonjour. Et notre correspondant à Washington, Mathieu Mabin, est avec nous également. D'abord, un constat à l'origine de ce discours sur lequel surfait, il faut bien le dire, Joe Biden hier, le succès de la campagne de vaccination. Mathieu, on commence à retirer les masques aux États-Unis. Oui, effectivement, Raphaël, on s'y attendait pour cette première prise de parole devant le Congrès des États-Unis. Joe Biden a effectivement accordé une place centrale au sujet de la pandémie, c'est donc sans surprise. Alors d'abord, parce que c'était sa principale promesse de campagne, il faut s'en souvenir. Rappelez-vous du choix stratégique opéré par Joe Biden lorsqu'il n'était que candidat. Il a consisté à prendre l'exact contre-pied de son rival de l'époque, Donald Trump. Plus l'ancien président s'enfonçait dans le déni, on s'en souvient, plus Joe Biden jouait la carte de l'empathie de son côté. Deux choix de communication aux antipodes l'un de l'autre, donc. Mais concrètement, un seul de ces deux choix était un choix judicieux et l'histoire l'a démontré. Utiliser la crise sanitaire pour fédérer autour de lui, c'est le pari gagné de Joe Biden. Et concrètement, dans le dossier du Covid-19, c'est une de ses principales réussites. En tout cas, c'est ce qui lui a permis de se présenter devant le Congrès en chef victorieux, car c'est le spectacle auquel nous avons assisté. Moins de 48 heures avant son intervention, il ne s'agit pas d'un hasard de calendrier, vous l'avez rappelé, le président invitait les Américains vaccinés à retirer le masque en extérieur, un symbole fort, et ce, au moment même où l'Amérique découvrait stupéfaite les images terribles que vous avez évoquées tout à l'heure, venues d'Inde et les ravages que la pandémie pouvait encore commettre. Attention, la victoire de Joe Biden n'est pas qu'une victoire de communication, car même si effectivement le plan déroulé par l'administration Biden est à peu près la même chose que le plan élaboré par l'administration Trump, l'équipe du président y a ajouté des investissements publics supplémentaires qui ont donné à l'Amérique 100 millions de doses supplémentaires. C'est d'ailleurs ce qui a permis à Joe Biden de rappeler qu'il visait 100 millions de vaccinés en 100 jours et que l'Amérique, en réalité, a franchi le cap des 200 millions. Et oui, on va l'entendre justement, Joe Biden qui revient sur son fameux objectif de vaccination de millions d'Américains. Après avoir promis que nous aurions vacciné 100 millions de personnes contre le Covid-19 en 100 jours, nous aurons finalement fourni plus de 220 millions de vaccins contre le Covid au cours de ces 100 jours. 232 millions de doses, 235 millions même de doses administrées, 100 millions d'Américains
aujourd'hui immunisés. C'est un tiers de la population. On peut dire, François Durper, que l'Amérique est sortie par le haut de cette crise, elle qui a payé le plus lourd tribut en termes de vie humaine, 575 000 morts du Covid. C'est un bon timing pour Joe Biden parce que le vaccin, c'est Donald Trump. C'est lui qui a dépensé les milliards, qui a mis en place ce plan. Donc c'est Donald Trump qui fait le vaccin, mais c'est Joe Biden qui vaccine. Et pour les Américains, ils voient celui qui les vaccine, c'est-à-dire celui qui met en place le plan fédéral de vaccination et celui qui propose la sortie. Le 4 juillet, dit-il, nous serons indépendants. C'est la journée de l'indépendance. Nous serons indépendants par rapport à la Covid-19. C'est le premier chef d'État à le dire clairement. Depuis, certains ont avancé des perspectives de sortie. 64% des Américains, donc ça veut dire qu'il y a des républicains dans le lot, disent nous sommes contents de sa gestion de la Covid-19. Mais très clairement, il distribue un vaccin qui a été créé par son prédécesseur. Donc ça, c'est le bon timing. Et ça fait un effet d'entraînement sur l'ensemble de sa popularité. Et si on compare un peu à Donald Trump 100 jours, il est à plus 12. Alors, principalement chez les démocrates. Évidemment, 85% des démocrates sont satisfaits. Et chez les indépendants, il fait mieux que Donald Trump le faisait après 100 jours. John Rick MacArthur, ce succès sur le front de la lutte contre la pandémie, il se résume uniquement à la mise en application de la dimension finalement vaccin de l'effort impulsé par Donald Trump. Oui, effectivement, c'est Trump qui a fait la production. Il a complètement raté la politique sanitaire parce qu'il s'est tiré dans le pied plusieurs fois, comme vous le savez bien, avec ces histoires de piqûres d'eau de Javel, etc. Mais il faut quand même avouer qu'il était, ou ses conseillers se sont occupés de la production et d'aider les grandes entreprises pharmaceutiques pour produire un vaccin très rapidement. Il n'était pas très fort en diffusion, en distribution. Et c'est bien sûr ces Biden et les démocrates qui ont pris la relève. Mais il faut quand même, je vous contredis un petit peu, c'est une réussite de la communication parce que ça a gommé Trump, ça a gommé sa plus grande réussite. Ça a disparu de la conversation. Et donc Biden en profite énormément. Tout de même, Bruno Darroux, ce n'est pas simplement le vaccin. Il y a quand même un changement d'attitude notable de la part de Joe Biden qui porte le masque et qui intime aux Américains la nécessité de mettre en œuvre les fameux gestes barrières, qui a même soutenu certains gouverneurs lorsqu'ils estimaient nécessaire de mettre en œuvre des confinements, tout l'inverse tout de même de ce qu'avait fait Donald Trump et qui n'a pas franchement contribué à réduire l'ampleur de la pandémie. Oui, mais alors ça il l'avait dit dès sa campagne. Mais enfin, ce qui est clair, c'est qu'une fois à la Maison-Blanche, effectivement, il a insisté sur ce qu'on peut appeler une éthique de responsabilité de la part des Américains. Il l'avait fait tout au long de sa campagne. Il faisait toujours ses meetings d'abord avec très peu de monde, lui toujours masqué. Donald Trump, d'ailleurs, parfois se moquait de lui, y compris pendant les débats. Donc ça, c'est pas vraiment une souvent surprise. Depuis son basement, ça lui a été reproché d'ailleurs. Depuis son basement, absolument. Mais de fait, Joe Biden a adopté une attitude pendant la campagne, et évidemment, il l'a renforcé une fois arrivé à la Maison-Blanche, qui était de dire aux Américains, oui, ce virus est grave et il faut que vous fassiez très attention. Effectivement, à la différence, c'est vrai ce que disait François Durper, le vaccin, effectivement, c'est Donald Trump qui a quand même mis l'impulsion et l'argent pour le mettre au point. Mais de ce point de vue-là, comme peut-être sur d'autres, Donald Trump était un peu schizophrène, c'est-à-dire qu'il mettait en même temps ses milliards pour le vaccin et il continuait à dire publiquement que ce virus, finalement, ce n'était pas si grave en quelque sorte et que lui allait le vaincre. Mathieu Mabin, c'est tout de même aussi ce qu'on observe avec cette capacité de distribution dans ces vaccinodromes géants. Il y a quand même un savoir-faire de Joe Biden et de son entourage qu'on n'observait pas nécessairement dans l'administration précédente. Oui, mais le principal savoir-faire de Joe Biden, c'est effectivement susciter l'adhésion d'abord de l'administration, de la fonction publique américaine, qui effectivement s'est engouffrée dans son sillage dès son arrivée à la Maison-Blanche. Une administration excédée, il faut le dire, par les débordements de son prédécesseur, de Donald Trump. On a évoqué l'épisode de l'eau de Javel, mais il y en a bien d'autres. Mais effectivement, on l'a dit à plusieurs reprises, vos invités l'ont répété, le plan de
de vaccination, cette opération Warp Speed, la plus vaste opération de vaccination jamais envisagée dans l'histoire de l'humanité, est bel et bien une création, sinon de Donald Trump, au moins de son administration. Et d'ailleurs, les équipes qui mettent en œuvre ce plan n'ont pas changé. Pour ne citer que lui, on parlera du docteur Anthony Fauci, qui est probablement l'un des scientifiques les plus célèbres de la planète désormais, pour s'être opposé publiquement à Donald Trump par le passé. Mais il est toujours là, Anthony Fauci, et il est toujours à la manœuvre. Et la conception de cette opération Warp Speed lui revient au moins partiellement. On l'a dit, c'est un hasard de calendrier qui en réalité est tout sauf un hasard, mais bel et bien une posture d'adhésion empathique de Joe Biden qui lui donne les meilleurs résultats et une bonne cote de popularité, effectivement. C'est cette épidémie, François Durper, qui explique que Joe Biden, le centriste, s'est mué en réformateur, insoupçonné. La crise et son impact sur l'économie ne lui laissaient finalement pas d'autre choix qu'agir vigoureusement, comme il le fait et comme il l'a à nouveau annoncé hier. Oui, c'est vrai que c'est les deux surprises. L'audace inattendue, c'est votre titre. Il y a deux choses très surprenantes. La première, c'est cet homme de 78 ans que tout le monde annonce un peu faible. On dit Kamala Harris fera plus parler que lui-même. Il va être dans l'ombre de sa vice-présidente. Alors, pas du tout. C'est elle qui est dans l'ombre. Ces 100 premiers jours, on n'a pas vu beaucoup Kamala Harris. À tel point, même, pardonnez-moi, que lors de sa première conférence de presse, interrogé sur ses perspectives, Joe Biden n'a pas nié être peut-être même candidat à un second mandat, là où d'autres l'imaginaient mettre déjà sur orbite Kamala Harris. Ça veut dire qu'il disait « je suis l'homme de la transition » et là, c'est l'homme qui n'est pas l'homme de la transition, qui est l'homme de ce qu'on appelle aux États-Unis souvent une présidence transformationnelle. Donc, première surprise, son hyperactivité, qu'il faut relier d'ailleurs, parce qu'il n'a pas fait beaucoup parler. D'ailleurs, ce discours, par exemple, le discours, il était terne politiquement. D'ailleurs, le seul élément viral de ce discours, c'est quoi ? C'est la chaîne C-SPAN, la chaîne parlementaire américaine, qui montre Ted Cruz en train de dormir. Donc, faut pas dire qu'il s'est passé des choses incroyables dans ce discours. On dormait, il y avait très peu de monde, d'ailleurs, évidemment, 200 personnes au lieu de 1400 personnes dans le Congrès, etc. Pour cause de pandémie. À tel point qu'on peut dire que cette sous-médiatisation peut-être sert Joe Biden pour transformer doucement et pacifiquement par rapport aux républicains, le pays. Parce que c'est l'homme qui coûte 6 000 milliards de dollars. C'est le président le plus dépensier de l'histoire, au moins depuis Lyndon Johnson. C'est difficile de faire les comparaisons. Lui, il se compare plutôt à Roosevelt dans ce discours. Et deuxième surprise, vous avez raison de le dire, quand on dépense... Alors, promesse de dépenses ou dépenses effectives, 6 000 milliards de dollars en plan climat, en plan infrastructure, ça rappelle Roosevelt, infrastructure, en plan aujourd'hui famille, éducation, maternelle, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on n'est pas le modéré, le centriste qu'on était depuis 40 ans au Sénat. Qu'on est un président fortement transformateur, fortement à gauche, et conséquence de tout ça, plus de division chez les démocrates. D'ailleurs, les 8 commissions qu'il a mis en place, il a mis à chaque fois un modéré et un progressiste du parti. Ça veut dire que les progressistes, aujourd'hui, vous ne les entendez pas. Ils sont derrière Joe Biden, qui est à la fois le démocrate modéré à lui tout seul et le démocrate progressiste, président transformationnel, président beaucoup plus à gauche qu'on ne l'imaginait. John Rick MacArthur, vous qui, on peut le dire, avez soutenu plutôt Bernie Sanders, le rival, c'est clairement à gauche au sein du Parti démocrate de Joe Biden, vous êtes étonné par l'ardeur réformatrice de Joe Biden ? Je suis en désaccord avec mes collègues. Je ne suis pas du tout d'accord avec la comparaison avec Roosevelt et Johnson. Juste pour vous donner un exemple, Roosevelt a il a augmenté l'impôt maximum sur les riches au début de son mandat. À la fin de son mandat, de son dernier mandat, c'était à 94%. Alors, Biden propose seulement de rétablir un maximum à 39,6% à peu près, ce qui était le taux pendant l'ère Clinton, dans l'époque de Clinton. Et pour l'infrastructure, absolument de créer des programmes. Rappelez-vous que Biden a été envoyé par son parti par ce que j'appelle les réguliers du Parti démocrate, justement pour détruire la réforme du Medicare pour tous proposée par Bernie Sanders. Alors aujourd'hui, bien sûr, il propose
de dépenser énormément d'argent. C'est très bien d'élargir le crédit d'impôt pour enfants, mais il n'attaque pas la pauvreté américaine, il n'attaque pas la crise de l'écart entre riches et pauvres. C'est une grosse exagération de dire qu'il est comme Roosevelt ou comme Roosevelt qui a établi la sécurité sociale. Il ne vous a donc pas étonné. Johnson, je trouve exagéré cette idée qu'il est transformateur, que c'est une administration transformatrice. Ce qu'il essaie de faire, c'est un peu d'imiter Trump, parce qu'il dépense énormément d'argent. Il a bien vu que les dépenses de Trump ont fait bouger l'économie et baisser le taux de chômage de façon dramatique et d'élever les pauvres à un niveau vraiment jamais vu depuis 40 ans ou 50 ans aux États-Unis. Donc je pense qu'ils ont bien compris qu'il fallait dépenser beaucoup d'argent, mais d'attaquer les injustices, les inégalités de l'Amérique, ce n'est pas son genre. C'est là où... j'ai complètement oublié de dire, dans son grand projet de loi de réconciliation, le projet de secours américain, de sauvetage américain, il a laissé tomber l'hausse du salaire minimum. Oui, il n'avait pas vraiment d'autres possibilités face au blocage quand même du Congrès. Hein. Non, c'était bloqué par l'administrateur du Sénat qui a dit « Ah non, il ne faut pas inclure une hausse du salaire minimum dans un projet de loi de réconciliation. » Sanders était en désaccord et je vous jure que si Lyndon Johnson était président, il aurait dit je m'en fous du parlementaire, des réglementations parlementaires, on va faire promulguer une hausse du salaire minimum parce qu'on reste maintenant figé à 7,25 $, qui est risible, c'est ridicule. François Durper vous répond et ensuite Bruno Daron. François Durper. Oui. John F. MacArthur a raison, et puis il connaît très bien la vie politique américaine, donc il sait très bien que Johnson et Roosevelt, avant lui, avaient 60% des sénateurs démocrates et à la Chambre des représentants, c'est 70% de soutien à la Chambre des représentants, ce que n'a pas du tout le président actuel. Il n'a pas ce soutien-là, ni à la Chambre des représentants, ni au Sénat. Dit, pour des projets de loi budgétaires, il n'a pas la nécessité d'avoir 60 sénateurs avec lui. Il n'y a pas cette règle du filibuster sur ce type de projet. Exactement, mais vous savez qu'il a chez les démocrates un maillon faible qui Joe Manchin à ne demander qu'à voter avec les républicains. Deuxième chose, je n'ai pas dit qu'il était Johnson ou qu'il était Roosevelt. J'ai dit que dans son discours, il cite Roosevelt, qu'il voudrait être Lyndon Johnson, son plan éducation de cette nuit, et qu'il a encore tweeté il y a peu de temps que la théorie du ruissellement n'était pas une bonne théorie. C'est-à-dire que c'est pas en faisant des riches... font bénéficier voilà, exactement, ce qu'on appelle derniers. Trickle-down economics aux États-Unis. Oui. Il a dit, c'est pas bien. Ça veut pas dire qu'il va être le plus grand président de gauche de l'histoire. Ça veut dire qu'en tout cas, pour le moment, il surprend en essayant d'aller sur sa gauche. C'est juste ça. Et vous le voyez, la gauche américaine aujourd'hui, eh bien, elle est un peu, même si là, elle est très bien défendue, mais elle est un peu gênée aux entournures par ces 100 premiers jours qui sont quand même plus à gauche que prévu en tout cas. On peut le noter effectivement, Bruno Daru, il y a quand même une inversion du paradigme par rapport à ce qu'on entendait depuis Reagan et finalement auquel même Clinton s'était converti, l'idée que le gouvernement n'était pas la solution mais le problème. Là, c'est plus le cas visiblement. C'est peut-être ça le début, on verra, parce qu'après tout, on n'en est qu'à 100 jours. Mais là où effectivement le contexte historique pour Joe Biden est très différent par rapport à Roosevelt et même à Lyndon Johnson, c'est qu'il y a eu entre-temps, effectivement, depuis les années 80, eh bien, l'hégémonie intellectuelle en quelque sorte en matière économique du reaganisme, du thatchérisme, et on est peut-être notamment à cause de la crise du Covid, mais on est peut-être en train de sortir un peu de cette façon qui avait été imposée et qui avait été imposée y compris effectivement au parti de gauche, donc relativement par rapport à la pensée dominante en matière économique, on peut dire quand même qu'en 2021, ce que commence à faire effectivement Joe Biden peut être considéré relativement à gauche. Tout ça effectivement est très relatif, mais par rapport à la période dont on sort et qui fait que des économistes comme Friedman, etc., ont dominé quand même la pensée économique depuis les années 80, là il y a un changement et il y a en tout cas un retour de l'État. Certes, c'est difficile à la gauche d'être extrêmement à gauche
aux États-Unis comme ailleurs, en Europe d'ailleurs, mais je crois quand même qu'on peut dire qu'il y a un retour de l'État, de l'intervention, du rôle de l'État dans l'économie. Le big government. Oui. Voilà. Et qui n'avait pas permis la crise de 2009 notamment. Voilà, et qu'a sans doute permis alors la crise du Covid. De ce point de vue-là aussi, Joe Biden a peut-être eu de la chance, mais en politique, il faut avoir du talent et aussi parfois de la chance. La rencontre d'un homme et des circonstances. On va en reparler dans un instant puisque c'est la fin de la première partie. Et on aura avec nous d'ailleurs dans un instant celui qui fut conseiller de Matteo Renzi, qui nous dira d'ailleurs si en Italie et peut-être ailleurs en Europe, l'expérience Biden est de nature à inspirer les gauches européennes. Restez avec nous, on se retrouve dans 2 minutes pour la suite du débat. Retour au débat de France 24 au lendemain du premier discours de Joe Biden devant le Congrès des États-Unis au 100e jour de son mandat à la Maison-Blanche. On continue d'en débattre avec toujours à mes côtés l'historien des États-Unis François Durper, avec également mon confrère de France 24 Bruno Darroux, avec John Rick MacArthur du Harper's Magazine à New York, avec notre correspondant à Washington pour France 24 Mathieu Mabin, et dans un instant avec celui qui fut le conseiller politique de Matteo Renzi, directeur du think tank Volta, Giuliano da Empoli, qui sera avec nous au téléphone. Mais d'abord, on va le voir tout de suite, c'est l'une des grandes annonces faites par Joe Biden la nuit dernière, un projet de 1800 milliards de dollars pour les familles et l'éducation qui s'ajoute à près de 3000 milliards déjà annoncés pour les infrastructures ou la relance de l'économie, un plan qui suscite déjà la colère des républicains. Marc Pope. Avec ce plan, Joe Biden se pose en défenseur de la classe moyenne et le président américain met les moyens. Montant total du plan pour les familles américaines, 1800 milliards de dollars. 1000 milliards d'investissements, en particulier dans le secteur de l'éducation, et 800 milliards de réduction d'impôts pour les classes moyennes. Let's start with what I will not do. I will not impose any tax increase on people making less than $400,000. But it's time for corporate America and the wealthiest 1% of Americans to just begin to pay their fair share. Parmi les mesures phares, la gratuité des crèches et de la maternelle, mais aussi des universités publiques, des aides à l'éducation et à la garde d'enfants, et une prise en charge plus longue des congés maladie. The American Families Plan will finally provide up to 12 weeks of paid leave and medical leave, family medical leave. No one should have to choose between a job and a paycheck, or taking care of themselves and their loved ones, or parent, or spouse, or child. Enfin, ce plan prolonge l'une des décisions emblématiques mises en place par Joe Biden pour lutter contre les effets de la pandémie du Covid-19. Les familles à faible revenu continueront de recevoir 300 $ par mois et par enfant. Mais du côté des républicains, ce plan dépensier fait déjà bondir, d'autant plus que Joe Biden compte le financer notamment en supprimant les baisses d'impôts aux plus riches accordées par Donald Trump, en augmentant les prélèvements sur leur capital. Le très droitier Wall Street Journal constate, lui, que finalement, Joe Biden a décidé de gouverner comme Bernie Sanders. Et avec nous, Giuliano da Empoli, ancien conseiller politique de Matteo Renzi, ancien président du Conseil en Italie pour le Parti démocrate à gauche. Bonjour, Giuliano da Empoli. Bonjour. Ce plan dévoilé par Joe Biden, la gauche européenne peut-elle s'en inspirer? On le sait, l'actuel président du Conseil, Mario Draghi, a lui-même présenté en début de semaine un plan bien moins important évidemment, mais qui tout de même à l'échelle d'un pays européen reste conséquent, plus de 221 milliards d'euros d'investissement dans l'économie. Il commence déjà à influencer le reste du monde, à décomplexer la gauche, Joe Biden. Tout à fait, je pense que oui, mais il faut bien voir que les évolutions de la gauche américaine ont souvent eu un effet d'influence considérable sur les gauches européennes. La dernière révolution idéologique, si vous voulez, de la gauche européenne, elle vient des États-Unis. En 92, c'est Bill Clinton qui inaugure la troisième voie, et après il y aura la vague des Tony Blair, des Schröder, etc. Je pense Obama n'avait pas généré, même si c'était une figure qui générait un engouement personnel, charismatique, extraordinaire, mais il n'a pas eu le même effet d'un point de vue politique et de génération d'un mouvement politique en Europe. Au contraire, je pense que ce que nous voyons pour l'instant des 100 premiers jours de Joe Biden, en effet, a le potentiel pour devenir
quelque chose qui pourrait permettre aux gauches européennes aussi de sortir de leur panne d'inspiration. En réalité, que fait-il Joe Biden? Il y a deux grands problèmes que la gauche a aux États-Unis comme en Europe. Le premier, c'est celui de n'être plus identifié au changement. Hein, la gauche qui a toujours été liée à l'idée de changement, depuis quelques décennies, elle ne l'est plus. C'est plutôt, disons, une partie politique qui est identifiée avec le status quo, avec un certain pragmatisme et tout ça. Et on voit que les propositions très fortes de Joe Biden sont en train de changer ça. Et puis, surtout, le divorce avec les classes populaires. On a bien vu, des gens comme Piketty ont étudié ça et bien d'autres. On voit bien qu'il y a un vrai problème social, disons, d'adhésion de la gauche aux aspirations des classes populaires. Et tout le discours, d'ailleurs, extraordinaire de Joe Biden de hier était centré sur ça. Même sa façon de redéfinir le New Deal vert et donc les politiques, disons, pour l'environnement, comme une question de poste d'emploi, et d'emploi surtout pour la middle class et pour les classes populaires américaines. C'est tout à fait extraordinaire et je pense qu'en effet, ça peut générer un effet très important en Europe aussi. Merci Giuliano da Empoli. John Rick MacArthur, vous qui faisiez part de votre scepticisme sur l'ampleur de cette ardeur réformatrice de Joe Biden, ça vous fait quoi d'entendre finalement un parti européen, en tout cas un représentant, disons, d'un courant de pensée en Europe, dire qu'il pourrait justement régénérer cette social-démocratie qu'on disait en panne d'idées? Et encore, je trouve ça presque bizarre d'entendre un Européen de gauche dire qu'ils sont inspirés par Joe Biden, qui est l'ennemi, qui a été l'ennemi de la gauche américaine, l'ennemi des progressistes. Alors, mais je ne veux pas dire trop parce que quand même, il est poussé, Biden, par Bernie Sanders et Elizabeth Warren. C'est très important de reconnaître que Sanders est aujourd'hui président de la commission du budget. Il a du vrai pouvoir dans le Parti démocrate aujourd'hui. Mais restons sur des sujets concrets. Donc, j'ai parlé tout à l'heure du fait que l'expert en procédure parlementaire n'a pas permis, entre guillemets, que le salaire minimum fédéral fasse partie de ce grand projet de loi. Alors, à $15 de l'heure. Biden a reculé, il a laissé à $15 à l'heure, il a reculé. Aujourd'hui, je suis quand même impressionné que Biden a osé suggérer une hausse, presque doubler l'impôt sur les plus-values. Ou si je ne sais pas si vous traduisez littéralement les gains sur capital. Ce qui touche vraiment sérieusement les grands donateurs du Parti démocrate, Wall Street, etc. Tous ceux qui ont soutenu Clinton et Obama, qui se disaient démocrates. Alors, on verra, parce que celui qui tient les reins aujourd'hui, c'est un certain sénateur de la Virginie occidentale, Joe Manchin, oui. Très conservateur, qui vote souvent avec les républicains, qui étaient presque pro-Trump dans ses constats, et il va falloir négocier avec Joe Manchin sur cette hausse sur les impôts sur les plus-values. Oui. Si Biden recule de nouveau devant la pression du centre, ou disons du centre-droite de son parti, vous verrez le vrai Joe Biden. Ça va être toute la difficulté, Mathieu. Ça, c'est le vrai de Joe Biden. Mathieu Mabin, c'est effectivement toute la difficulté maintenant de la tâche qui attend Joe Biden. Il va falloir mettre en œuvre ces réformes, à la fois les faire passer au Congrès et les faire accepter aussi par les Américains, sachant qu'il y a des élections de mi-mandat qui arrivent très vite l'année prochaine.
Oui, absolument, Raphaël. Ici, on est en période de campagne permanente ou quasiment. Et c'est vrai que la prochaine échéance électorale, celle de l'hiver 2022, est extrêmement proche. Et cela donne une liberté de manœuvre à Joe Biden, finalement extrêmement courte. On se focalise sur ces 100 jours, mais en réalité, la bataille commence maintenant. Et évidemment, ici comme ailleurs dans le monde, le Covid n'a pas fait que des dégâts humains, malgré la stratégie Trump qui a consisté à privilégier l'économie en empêchant une fermeture radicale du pays, on s'en souvient. L'ancienne administration n'est évidemment pas parvenue à empêcher la crise sanitaire de se transformer en crise économique. C'est une évidence. Alors ici, à Washington, les observateurs s'accordent pour le moment à saluer la performance de la nouvelle équipe. Et à quelques exceptions près, considère que Joe Biden vient de réaliser un sans faute, mais un sans faute sur 100 jours. Un sans faute qui, pour le moment, n'est qu'une reformulation des promesses de campagne et leur conversion en décret présidentiel. Les plans de relance à répétition plus audacieux que ceux de Donald Trump, il faut le souligner, creusent profondément la dette publique américaine. Rappelons qu'une partie de cette dette, et une partie significative, est détenue par la Chine, le rival absolu, et qu'en creusant le découvert, Joe Biden participe donc à affaiblir l'économie américaine face aux géants chinois. Ensuite, les plans simultanés très audacieux qui consistent à transformer l'économie américaine en une économie verte tout en rénovant les infrastructures du pays sont des projets très efficaces pour fédérer la gauche américaine. Mais quand il va falloir les mettre en œuvre, et le réveil de l'opinion risque d'être douloureux. La réforme des industries des énergies fossiles constitue, pour ne citer qu'elle, non seulement une révolution sociale, mais également une restructuration totale du modèle économique américain, depuis la découverte du pétrole, ni plus ni moins. Et quant à la rénovation des infrastructures américaines, qui, il est vrai, sont dans un état absolument déplorable, personne ne le conteste, Joe Biden prévoit de les faire financer, on l'a dit, par une hausse de l'impôt sur les sociétés et un accroissement de la contribution des grandes fortunes américaines, ce qui concrètement risque de faire exploser les chiffres du chômage, d'une part, mais également de stimuler le financement des campagnes républicaines à l'approche de la prochaine échéance électorale qu'on évoquait à l'instant. François Durper prend le risque, là, Joe Biden, de recréer, voire renforcer cette Trump Coalition, à la fois des plus grandes fortunes américaines qui ont bénéficié de ces baisses d'impôts, et puis aussi de cet électorat populaire et ouvrier dont une partie dépend directement de ces énergies fossiles. Oui, mais pour le moment, la chance qu'il a, c'est que pendant ces 100 premiers jours, il n'a pas encore cette coalition face à lui. D'ailleurs, un conseiller d'Obama disait, qui est d'ailleurs dans l'entourage maintenant de Joe Biden, disait il faut vraiment tout faire dans les 100 premiers jours parce qu'après, c'est l'accumulation des problèmes. Et là, ce qu'on peut constater quand même, c'est que pendant ces 100 jours, les républicains, ils ont retenu leur coup. Il n'y a pas eu d'attaque personnelle. Même Hunter Biden, on en entend presque plus parler alors qu'on aurait pu imaginer. Rappelez-vous, les 100 premiers jours de Barack Obama. Là, il a quand même bénéficié que l'oncle Joe, on ne le critique pas tous les jours du côté républicain. Il y a quand même, peut-être le fait que ça ne soit pas un outsider politique, il est connu depuis 40 ans. Il y a la question raciale qui est quand même importante parce qu'Obama, il y avait quand même des coups en dessous de la ceinture. Vous vous rappelez le buzzerism, vous vous rappelez du Tea Party. Et puis, il y a aussi peut-être son style de gouvernement. C'est un style de gouvernement un peu sous le radar, un peu discret. La Maison-Blanche est une bulle. Il y a très peu de choses qui filtrent. Il y a le talent incroyable de Klein, qui est le chef d'état-major, et qui dit moi, je ne suis pas là pour éteindre des incendies, je suis là pour qu'il n'y ait aucun incendie. Et donc, il y a ce style-là. Alors, communication très maîtrisée. Ouais. Communication maîtrisée. Attention, évidemment, ce n'est pas ces 100 jours qui seront délicats, c'est les 100 d'après, ouais. Parce que les républicains, on les voit évidemment se remobiliser sur la question de l'impôt, sur la question climatique, sur la question de la police, fondamentalement, et puis sur la question évidemment des frontières. C'est l'angle vraiment d'attaque aussi des républicains. Ce sont ça, les gros dossiers chauds, la fameuse crise migratoire à la frontière mexicaine, Bruno Darroux, et puis effectivement aussi tous ces débats finalement qu'on observe autour de la police et du port d'armes. De ce point de vue-là, on a vu alors le jugement dans l'affaire Floyd d'une certaine manière, la condamnation de Derek Chauvin, elle valide quand même le discours de Joe Biden qui lui avait totalement assumé cette condamnation d'un racisme systémique dans la police.
Oui, d'ailleurs, c'est assez rare. Je pense qu'un président américain s'exprime comme ça sur le verdict d'un procès. Mais effectivement, ça fait partie quand même, parce qu'on est à 100 jours, effectivement. Ce qui veut dire qu'il doit en rester, je ne sais pas, 1100 ou 1200 quand même. Donc, les choses sérieuses vont commencer. Il a fait effectivement un sans faute pendant les 100 jours. Mais effectivement, les 3 domaines que vous avez cités, c'est-à-dire la réforme de la police, la politique migratoire et la législation sur le port d'armes, ça, ce sont quand même des réformes où les républicains, forcément, vont réagir et où franchement ça va être difficile pour lui, d'autant plus effectivement qu'il a un soutien quand même dans l'opinion qui est un peu majoritaire, mais tout juste. Donc, et politiquement, François Durper le disait tout à l'heure, il n'a pas 60 ou 70% des représentants et des sénateurs derrière lui. Donc, il doit, de ce point de vue-là, faire attention. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'il s'est dit avec ses conseillers qu'il fallait faire très vite, tout de suite, pour marquer les choses, parce que sinon, et donc, on verra la suite, parce que sinon, effectivement, ce serait extrêmement compliqué si on n'avait pas impulsé très fortement dans les 100 premiers jours. C'est un peu cette fragilité originelle qui fait qu'ils se sont sans doute dit qu'il faut frapper très fort pendant les 100 premiers jours. Vous voyez les images là, de Derek Chauvin condamné, et on aura la réponse évidemment de la peine bientôt. Ça va être compliqué parce que la loi sur la réforme de la police est passée à la Chambre des représentants. Cette loi, elle prévoit notamment l'interdiction de l'étranglement. Oui. C'est pas defund la police, hein, c'est pas retirer les fonds à la police comme le demandaient un certain nombre de manifestants. Et en partie la gauche américaine. Oui. Non, là c'est simplement réformer. Mais réformer quand même assez largement la police américaine. Mettre de l'argent dans la formation, faire en sorte qu'il y ait de l'équité dans le traitement des communautés. Il y a quand même beaucoup de choses dans cette loi à l'examiner de très près. Un seul républicain a voté cette loi à la Chambre. Au Sénat, il en faudrait 10 pour que cette loi soit assurée de passer. Donc, vous voyez que ce verdict dont on a dit qu'il y aurait peut-être un avant et un après, vous dites condamnation de la police, mais rappelez-vous quand même, Raphaël, que le procureur, pour faire condamner Derek Chauvin, il a dit « vous ne condamnez pas un policier ». Vous condamnez Derek Chauvin, peut-être qu'en disant vous condamnez un policier, il n'aurait pas eu l'aval de l'ensemble du jury. Vous condamnez quelqu'un qui est... Je rappelle même que certains groupes de soutien des policiers ont dit c'est une brebis galeuse. Donc attention, on a la réforme de la police qui n'est pas sûre du tout de passer. On voit très bien que les républicains, sur ce point-là, eh bien, ils en font un point d'accroche contre le radicalisme supposé de Joe Biden, parce que si en Europe, quand vous voulez tuer votre chien, vous l'accusez de la rage, quand vous êtes un conservateur américain et que vous voulez abattre un démocrate, vous l'accusez de socialisme ou de radicalisme. John Rick MacArthur, il prend un vrai risque politique sur cette réforme de la police, Joe Biden. Vous êtes prêt à le créditer de cela, au moins ? Au moins, mais je vous rappelle, et je ne veux pas trop parler de la politique interne du Parti démocrate, mais rappelez-vous que celui qui était chargé, qui s'est occupé de la poursuite en justice de Chauvin pour trouver quelqu'un d'indépendant était un certain Keith Ellison, qui est le garde des Sceaux de l'État de Minnesota, élu, bien sûr. Il était un grand partisan de Bernie Sanders. Il a été rejeté dans sa candidature pour la présidence du Comité national des démocrates. C'est un peu le anti-Biden. Alors, aujourd'hui, il y a une compétition très saine, à mon avis, c'est bon pour la santé des États-Unis, entre gauche et droite sur les questions, ou gauche et centre, disons, sur les questions de justice, de race, d'équité, etc., d'égalité dans les cours de justice. Donc, ça, c'est très, très important. Et Ellison a beaucoup profité de tout cela. Le secteur, l'aile Sanders a beaucoup profité. Donc, Biden, il faut être prudent. S'il ne va pas assez loin dans ses réformes de justice criminelle, il sera méprisé par la gauche représentée par Ellison, par Sanders, par Elizabeth Warren. Il est très, très... il n'est pas en danger, mais il est très susceptible aux arguments de la gauche en ce moment, alors qu'il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, rappelez-vous, Joe Biden a fait des éloges pour des sénateurs racistes comme Strom Thurmond. Il a fait l'éloge pour Strom Thurmond à son funérail. Donc, beaucoup changent, mais il a toujours des tendances à reculer
devant la pression de l'argent et de l'ordre établi du Parti démocrate, qui se sentent menacés par les forces Sanders. On disait d'ailleurs que Kamala Harris avait été un peu absente ces 100 premiers jours. Il semblerait qu'elle soit derrière l'appel de Joe Biden à la famille de George Floyd, ce qui montre qu'elle n'est pas si effacée que cela. Évidemment, elle vise 2024, mais qui semble qu'elle ait compris, elle, qu'il fallait qu'elle soit à l'interface de cette gauche du Parti démocrate et de son président. Mathieu Mabin, vous qui observez la politique américaine au quotidien, il a un intérêt politique à s'adresser à cette gauche du Parti démocrate, Joe Biden, en vue notamment de ces élections de mi-mandat et d'une éventuelle perspective de réélection, si c'est ce qu'il a en tête? Je dirais que non seulement il a un intérêt politique, mais qu'il n'a tout simplement pas le choix au regard de l'émancipation de ce mouvement au sein du Parti démocrate au cours des dernières années. Ça n'a pas commencé avec l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche. L'influence de Bernie Sanders durant la campagne et de l'équipe qui talonne Bernie Sanders, engendrée probablement par Bernie Sanders, vous savez, cette jeune garde démocrate qui est entrée à la Chambre des représentants aux dernières élections de mi-mandat. On cite un petit peu toujours la même, mais Alexandria Ocasio-Cortez est notamment la figure la plus médiatique qui incarne cela. Donc effectivement, c'est une force grandissante ici qui finira par se mêler avec le Parti démocrate, ou alors qui se substituera probablement, en tout cas c'est ce que cette jeune génération appelle de ses voeux, au vieux Parti démocrate incarné par Nancy Pelosi. Il n'y a aujourd'hui plus grand-chose de commun entre Alexandria Ocasio-Cortez et Nancy Pelosi, qui d'ailleurs évite les confrontations et les échanges en dehors des moments où effectivement il faut faire front pour vaincre Donald Trump. Là encore, on pourrait dire que le Covid et que le calendrier a joué en la faveur de Joe Biden, mais revenons sur la réforme de la police et la perspective de réformer la législation sur les armes. Concrètement, en politique américaine, comme dans le reste du monde, le hasard n'est que rarement à l'origine du succès. La condamnation de Derek Chauvin, dont on parlait à l'instant dans l'affaire George Floyd, a été entendue par plus de la moitié de l'Amérique comme une promesse tenue de l'administration Biden, et ce, même si c'est la justice qui s'est exprimée. Mais en réalité, il aurait été impossible à Joe Biden d'aborder une quelconque forme de projet de réforme des polices américaines si ce petit tribunal du Minnesota n'avait pas prononcé la culpabilité d'un obscur policier, Derek Chauvin. Alors, il n'est pas du tout question de remettre en cause l'indépendance de la justice américaine, encore une fois, mais il n'est pas non plus inexact de constater que la condamnation sert le projet sincère de Joe Biden de reconstruire la cohésion nationale américaine, et on sait que c'est l'un de ses principaux objectifs, au moins affichés. Merci Mathieu Mabin, merci François Durper. Désolé, on n'a plus le temps malheureusement. Merci à vous, John Rick MacArthur, et à Bruno Darroux d'avoir été avec nous. C'est la fin de ce débat.